Pour les vendanges de 2024, la coopérative des Coteaux du Landion table sur une collecte moyenne de 3000 kg par hectare au lieu des 10 000 habituels. Parmi les 85 membres de la coopérative, la viticultrice Laurette Léveillé a choisi de se concentrer sur sa meilleure parcelle, aux conditions d'accès difficiles en raison des averses régulières. Il y a 15 jours de ça, il y a eu des gros orages, j'avais un ruisseau dans un rang, mais il y a de la bonne humeur donc ça aide. Le rendement à l'hectare a chuté en raison des conditions météo humides, à tel point que la viticultrice a divisé le nombre de coupeurs par 2. Selon les plus expérimentés, cette situation est inédite. Là, d'habitude ici, on devrait avoir une charrette remplie de 9 caisses et puis on n'en a même pas 4 là. C'est la première année où il y a si peu. L'année dernière, on était à peu près à 15 000 kg de l'hectare. Et cette année, on va être à 1500 kg de l'hectare. Exceptionnel dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on a tellement cumulé entre la gelée, la maladie. Vraiment, on est très très bas dans les quotas. Et c'est très rare de voir ça. J'ai des vignes où il n'y a pas de kilos et on ne passera pas dedans parce que ça ne paiera même pas la coupe. On se donne du mal, on passe du temps dans nos vignes, on aime notre métier et derrière... qui est pas grand-chose, ça fait mal au cœur. Ouais. Ce calme inédit dans les parcelles se constate également sur les quais de déchargement. Il y a un chargement ce matin et le deuxième qui arrive, donc on n'a quasiment pas d'arrivage de raisin. Si les quantités sont faibles en ce début des vendanges, les viticulteurs scrutent le ciel. Trop chaud, les pourritures vont vite s'étendre. Trop humide, le degré d'alcool minimal risque de ne pas être atteint. Cela complique l'organisation. Donc là, elle fait un prélèvement des raisins pour le degré. Un échantillon de 9. On essaye d'avoir 9, 9,5, mais là on va arrêter de couper, il va falloir attendre pour que le degré remonte avec le soleil s'il veut bien rester encore un petit peu avec nous. Voilà. Il faut attendre, tout simplement. Alors je sais que c'est pas simple, parce que les raisins commencent à pourrir aussi. Ce côté dégradant de la pourriture, faut essayer de l'éviter aussi, quoi. Pour ces raisons, les vendanges devraient s'étaler sur plusieurs semaines. Quand on voit qu'il y a encore plein de raisins verts, on passera en vraiment 2-3 personnes, histoire de récupérer 2-3 kilos. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, moindre kilo est bon à prendre. Une année comme celle-ci, c'est du jamais vu. Peu de rendement et des raisins envoyés des foyers de pourriture au mois de juillet. Pour moi, c'est du jamais vu. Selon la coopérative, le stock de réserve qui sert de sécurité en cas de mauvaise année s'élève à 7000 kg en moyenne au lieu des 10 000 possibles. Cette année, leur niveau ne pourra pas être relevé, faute de raisins sains. C'est un petit coup de pelleteuse pour l'homme, mais un grand pas vers l'achèvement du réaménagement du col de la Schlourte, à une centaine de mètres de la frontière entre l'Alsace et les Vosges. Ce mardi matin marquait le début de la fin de l'emblématique relais des Roches, qui surplombe le versant alsacien du col depuis 1925. Il s'appelait au Cheval Blanc, restaurant Cheval Blanc. Et ensuite, après la Première Guerre mondiale, il a été détruit. Il a été reconstruit, racheté par une personne de Stosvir, un monsieur Muller. Et plus tard, dans les années 1936, il l'a vendu à ses enfants. Et c'est un des fils qui l'a repris, qui était cuisinier sur un bateau, sur un paquebot d'ailleurs. Et c'est pour ça que le bâtiment a cette forme de proue et de hublot. Il y a un peu d'affect aussi par rapport à ce bâtiment. Il y a quand même des personnes qui ont travaillé, qui sont venues, qui étaient de passage. Donc on comprend l'affect qu'il peut y avoir. Mais techniquement, c'était impossible de le conserver. Il avait en effet été question en 2021 de le transformer en hôtel puis en logement, mais ces projets ne pouvant voir le jour tant sur l'aspect pratique, comme l'absence de parking, qu'au niveau technique, principalement l'assainissement, c'est finalement la solution de la démolition qui a été retenue. Ce qui est en cours, c'est la partie démolition mécanique du bâtiment, sachant qu'avant, on a déjà fait les opérations de curage, donc qui consiste à vider le bâtiment et laisser juste la structure, juste la coquille du bâtiment, et revaloriser les matériaux, tels que les placos, le bois, le mobilier qui était encore présent. Avec de nombreuses contraintes, comme la mise en place d'une circulation alternée sur cette route qui voit passer près de 4000 véhicules par jour, 7000 en été, un chantier à flanc de falaise au sein d'une zone Natura 2000. L'objectif, que le site retrouve son aspect d'avant 1925, enfin presque.
Il y aura des blocs de grès qui seront mis en forme un peu arrondie pour rappeler la façade du bâtiment. On va garder la roche qui est à l'arrière visible. On fera peut-être à terme un petit promontoire au-dessus parce qu'il y a un sentier de randonnée qui passe, mais voilà, ça ce sera vraiment dans un second temps. Alors pas de précipitation, la pelle mécanique de 64 tonnes ne fera tomber les dernières pierres que fin octobre. Suivra ensuite une trêve hivernale car les conditions ne permettront pas la poursuite du chantier. Un chantier à 1 million d'euros tout de même, pris en charge à 70% par l'État. Lors de cette traversée, seuls 250 soldats américains sur les 1200 engagés s'en sortaient indemnes. Sur le bois du fer à cheval, 945 étoiles brillent désormais, représentant les GIs ayant payé de leur vie pour contribuer à la libération de la Moselle. Côté est de cette imposante stèle, commandée par l'association Thanks GIs, la traversée est représentée. Ce qui était important pour l'association, c'était de représenter un peu les horreurs du combat, de pouvoir redonner aussi un travail historique avec de l'équipement réel et de montrer à peu près une illustration d'une traversée de barque de l'époque. On a assez peu de documentation, on a quelques photographies, d'où le biais de passer par l'illustration et par le dessin. Chaque année, une commémoration se déroule sur le lieu de la bataille, à Corny-sur-Moselle, avec pour ce triste anniversaire une émotion toute particulière. J'ai apprécié le slogan, ils ont donné leur lendemain pour offrir notre aujourd'hui. Ça, j'ai trouvé ça très très beau. La stèle surtout est magnifique, un chef-d'œuvre comme on peut dire. S'ils n'avaient pas été là, ces Américains, on ne serait pas là aujourd'hui, ou on ne serait pas français. Pour financer ce symbole de gratitude éternelle, l'association Thanks GIs a investi les 95 000 euros de dons réalisés par un vétéran américain survivant de la bataille. Le département a également soutenu l'initiative à hauteur de 150 000 euros. Malgré tout, il y avait eu un silence pesant durant cette traversée. Quelquefois, je crois qu'il était important que nous soyons présents et que l'on y associe la jeunesse. C'est la raison pour laquelle, lorsque des jeunes d'un collège de Moselle lisent des lettres qui ont été envoyées par des militaires qui ont traversé ici la Moselle, dans un sens, et puis pour ceux qui ont pu, dans le sens du retour, je crois que nous avons ce devoir de mémoire et ce devoir de transmission. Nous sommes ces passeurs de l'histoire. Et là, on sent battre le cœur de la Moselle combattante, de la Moselle reconnaissante, de la Moselle qui croit en son avenir, puisque ce n'est pas une cérémonie du passé, c'est une cérémonie d'histoire qui rappelle ce que nous avons vécu, ce que ceux-là ont vécu. Afin de poursuivre ce devoir de mémoire, des cérémonies auront lieu à travers tout le département, de ce mois de septembre à mars 2025, soit le temps nécessaire afin que la Moselle soit libérée il y a 80 ans. Albert Gatouillat se sépare du restant de sa collection de 2 chevaux. Ces 6 modèles seront mis aux enchères ce samedi après-midi à la salle des ventes de Chaumont. À 88 ans passés, le collectionneur s'émerveille toujours de l'ingéniosité de leur conception. 4 roues, 4 sièges, sous un parapluie. Fallait pas qu'elle consomme, fallait qu'elle soit légère, fallait qu'elle passe par tous les chemins, alors que toutes les autres voitures de l'époque, 4 chevaux et compagnie, ils avaient le capot levé parce que le moteur fumait. Et la 2 chevaux, c'était un moteur refroidi par air. Donc elle peut coucher dehors, d'où les premières voitures sont arrivées chez le docteur, l'agriculteur, le commerçant. Véhicule populaire par excellence, la 2 chevaux tombe dans l'oubli durant les années 80, puis regagne peu à peu le cœur des collectionneurs. À partir des années 2000, les estimations pour ces modèles datant de 1953 à 1969 varient de 5 000 à 15 000 euros, notamment pour les versions les plus rares. On plie tout. Ah oui. La formule ENAC, c'était un accessoiriste qui a inventé ça et fait agréer par Citroën. C'était bien vu. C'était des voitures qui étaient très utilisées et elles n'ont pas forcément été entretenues. Donc dans cet état-là, oui, ça commence à être rare. Et surtout les collectionneurs de Citroën, et ils cherchent des Citroën un peu différentes. Et celle-là en fait partie. La caractéristique de cette vente, c'est que toutes les voitures, c'est des voitures de l'Aube, à part une qui vient de Lyon, un boucher, une dame qui allait au lavoir avec, 10-15 km. Je n'ai jamais vu ça. Suite à des déconvenues avec des acheteurs particuliers, Albert Gatouillat a décidé de faire appel à une salle des ventes pour s'assurer de toucher un public de véritables passionnés.
Les 2 chevaux a été pour nous l'instrument de la liberté. On était dans les chemins, ça danse dans tous les sens, alors que les voitures modernes sont rigides. Par exemple, l'expert sur cette voiture, il a regardé les glaces latérales là. Et le fait qu'il y ait un joint qui fasse tout le tour, ça montre que ça n'a jamais été changé. Nous, on veut rester une maison de vente populaire. On prend des frais de 10% quand nos collègues sont plutôt autour de 14 voire 20%. Et on fait expertiser toutes les voitures, on apporte de la transparence. C'est des voitures populaires mais dont les prix augmentent. C'était une marque qui osait, puis on trouve des pièces, donc c'est une voiture qui intéresse de plus en plus de monde. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de la salle des ventes à la journée d'exposition et d'inspection des véhicules. Des costumes flamboyants, une gestuelle stylisée, devant vous, des artistes indonésiens réalisent la danse du Joget Bong Bong. L'occasion pour les néophytes de découvrir une culture née à 12 000 km de la Moselle. Ouais, c'est un spectacle sympathique, ça fait une belle animation pour le zoo, une belle image pour la région, je pense. C'est quoi le côté que vous avez aimé? C'est le côté que ce soit coloré ou qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Coloré, folklorique, c'est bien. Pendant 2 mois, jusque mi-septembre, le zoo d'Amnéville a invité ses visiteurs à découvrir la culture balinéaise. La danse du barong vient de la mythologie. Ça représente un lion qui vit dans la jungle, mais seulement à Bali. Cette danse divertissante est performée par 2 personnes, une pour la tête et une autre pour la queue. À chaque performance, les danseurs de l'île indonésienne racontent une histoire de la mythologie hindouiste. Au moment de la préparation du prochain spectacle, on observe qu'aucun détail n'est laissé au hasard. À Bali, on appelle ce tissu blanc pour la danse du Segar Jagat. Il ne faut pas oublier le Angkir Prada en rose et le couvre-poitrine en noir. On recouvre le tout avec ce sarong violet qu'on utilise avec un pliage précis. Retour sur la piste, une nouvelle danse va se jouer sous les yeux des spectateurs, comme tout au long de la journée. Nous vous invitons à vous rapprocher de la scène pour assister à l'envoûtante danse Sekar Jagat. Cette belle performance avec Sekar signifiant fleur parfumée et Jagat signifiant le monde symbolise la paix dans l'univers. Pour la troupe Samana, ses premières représentations en Europe sont aussi l'occasion de partager sa culture au monde entier. Le but, c'est de présenter Bali et sa culture unique au monde avec ses nombreuses danses traditionnelles que tout le monde pourrait apprécier. Pour le zoo, c'est l'idée de proposer un nouveau contenu aux visiteurs. On apporte du plus à la visite. On l'a fait l'hiver avec Luminescence. On le fait régulièrement aux vacances scolaires. Et là, on s'est attaqué à l'été. Le zoo, c'est une invitation au voyage aussi. On traverse les 5 continents en venant chez nous en une journée. Et on s'est dit qu'on allait forcer un peu le trait et inviter encore plus que ça les visiteurs. La Chine prendra la place à l'Indonésie puisque dès le 19 octobre, le festival de lumière et de lanternes Luminescence sera ouvert au public.